Très bien. Bonjour à tout le monde, chers amis, chers invités. Bonjour et bienvenue à peut-être la séance la plus attendue du programme du Global Youth Climate Training. Aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième séance sur la finance climatique et je suis ici avec ma co-présentatrice Clarissa Salmon. Bonjour à tout le monde, bonjour, ravie d'être ici avec vous tous et toutes. J'ai très hâte d'avoir cette séance. Est-ce qu'on peut avoir la prochaine diapositive, s'il vous plaît? Un petit rappel, voici tous nos canaux des réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas de nous taguer lorsque vous postez quelque chose. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous pensez de nos séances. Donc ne nous oubliez pas. Et je suis Clarissa, je suis l'une des présentatrices depuis le côté d'Oxford Net Zero et je suis ici avec Jen. Bonjour, je suis Gennaro Godoy, je viens du Chili et je fais partie de la Climate Youth Coalition. Super, merci. Aujourd'hui, c'est une séance assez spéciale parce que en plus de nos participants du Global Youth Coalition, nous avons beaucoup de nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui qui font partie du sommet Right Here, Right Now. Ce sommet est un partenariat avec les droits humains. C'est une alliance l'université. C'est une alliance, pardon, entre la Now Global Climate Alliance, les International University Climate Alliance et des universités dans le monde. C'est un sommet de 24 heures qui commence à 7 heures, à 19 heures UTC aujourd'hui et qui finira demain à 20h30 UTC. Donc, nous avons hâte d'y participer, de vous voir. Nous allons donc partager les liens. C'est un sommet qui est complètement gratuit et vous pouvez nous retrouver sur ce lien. Et je rends la parole à Jen. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, euh, il ne nous reste que 5 ans pour 2030 et nous avons seulement que quelques pourcents des ODD qui sont sur la bonne voie. Nous attendons une augmentation de 2,7 degrés Celsius et nous avons besoin de plus de 2 000 milliards de dollars pour pouvoir respecter les accords de Paris. Et nous sommes à un engagement de 300 milliards de dollars par an depuis la COP29. Et en plus de cela, seulement 2,4% de la finance climatique est adaptée aux enfants et à la jeunesse. Donc ce n'est que ce pourcentage-là qui est dédié à cette partie de la population. Donc, comme d'habitude, on se rend compte que ce sont les mêmes personnes euh, la, qui ont la responsabilité du climat et de la finance, mais comme vous êtes le futur, comme vous êtes la prochaine génération, de comprendre cette finance climatique, de comprendre le comité permanent sur la finance et son rôle dans les négociations financières et d'être capable d'articuler les connexions entre l'équité intergénérationnelle, le développement, la dette et la finance climatique sont absolument fondamentaux et sont nos objectifs d'apprentissage d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous vous accueillons tout d'abord, puis notre prochaine oratrice sera Charlène Watson, comme vous le voyez, et euh, je vais passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voici donc nos oratrices d'aujourd'hui. Et sur la prochaine diapositive, vous voyez que notre première oratrice est Charlène Watson, qui travaille à ODI. Et son travail se concentre sur les flux, les sources et les instruments du financement climatique au niveau national et international, et sur son interaction avec le financement du développement au sens large. Dans ce contexte, dans ce travail, elle considère que les dépenses liées au climat ainsi que le suivi du financement climatique ainsi que l'exploration de ces dépenses est fondamentale. Charlène a passé
travaille dans la recherche, dans des ONG, et elle travaille sur la conservation des forêts et la réduction des émissions pour éviter la déforestation et les émissions. Merci beaucoup, Charlène, d'être avec nous aujourd'hui, encore une fois, sur une nouvelle année du programme de Global Youth Coalition. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Je travaille sur le financement climatique depuis plus de 10 ans maintenant et ça a été tellement intéressant de comprendre le changement de la manière dont nous parlions, puisque avant nous parlions de centaines de millions de dollars et aujourd'hui nous parlons de comment est-ce que le système financier doit changer si nous voulons remplir nos objectifs climatiques. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui et il y a beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet. Donc, je vais essayer de rester assez général. Et mon objectif n'est pas non plus de vous donner toutes les réponses à toutes les questions que vous pourriez avoir sur le financement climatique. Ce que je voudrais faire en revanche, c'est de vous faire réfléchir sur la manière dont vous pensez le financement climatique. Bien sûr, ce n'est pas moi qui vais vous dire que nous devons faire plus, en particulier en arrivant à la COP 30, mais plutôt de réfléchir à comment nous voulons modifier la manière dont les systèmes financiers fonctionnent sur ces 5 prochaines années. Est-ce qu'on peut partager ma présentation, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la décision du NCQG, le nouvel objectif de financement climatique. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ce sont des objectifs quantifiés suffisants? Je vais vous parler de l'article 2.1c, ce qui se passe cette année et ce qui se passe à l'avenir. Et je finirai sur ce que nous pouvons faire tous et toutes ensemble en tant que société, euh, en tant que société civile. Mais tout d'abord, je voulais vous parler de ce qu'est le financement climatique. Alors, il n'y a pas une définition du financement climatique, mais il y a beaucoup de travaux qui ont été faits de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas fait suffisamment pour le définir, mais il y a beaucoup de travail sur le comité permanent des finances, et je sais qu'on vous en parlera plus tard. Mais voici donc sur cette diapositive une définition opérationnelle qui a été euh, adoptée par le comité permanent des finances, qui est une définition longue, compliquée et qui a une vraie marge d'interprétation. Ce qui veut dire, c'est que cela veut donc dire que ce qui compte, ce n'est pas clair. Et cela veut donc dire qu'il y a beaucoup de confusion. Différentes personnes ont différentes interprétations du financement climatique. Ce graphique a 10 ans maintenant, donc vous voyez que c'est un sujet qui nous occupe depuis plus d'une décennie. Certaines personnes comptent d'où les financements viennent. Certaines personnes pensent à ce qui est dépensé, comment c'est dépensé, quel pourcentage d'argent doit être investi et redonné. Là, le financement climatique, comme moi je l'utilise, c'est le transfert d'argent entre les pays développés et les pays en développement, vu la responsabilité historique que les pays développés ont envers les pays en développement. C'est donc la manière dont ces transferts sont faits. Mais je voudrais vous demander à tous et à toutes d'être très clair lorsque vous parlez de financement climatique, de ce que vous voulez dire, pour être sûr que vous êtes sur la même ligne, la même page avec la personne qui est en face de vous, avec qui vous discutez. Un point qui est très clair, peu importe la définition, c'est qu'il n'y a pas suffisamment qui est fait. Donc nous avons besoin d'investir bien davantage sur la transition, pour un futur résilient. Et il n'y a pas suffisamment d'argent qui est mis en œuvre pour les pays en développement. Donc, pour passer sur ce nouvel objectif de financement climatique, aujourd'hui, je vais vous parler euh, de, de l'article de Paris, de l'accord de Paris. Lors de l'accord de Paris, l'article 9, il y avait un point sur le financement, en particulier depuis les pays développés.
un point les plus connus du financement climatique, c'est un point qui a été fait en 2009, au départ sur les accords de Copenhague, et qui a été réaffirmé lors des accords de Paris, qui était euh, d'avoir un objectif de 100 milliards de dollars d'ici à 2020 euh, pour les pays en développement. Et après une discussion de 3 ans, qui a fini l'année dernière en Azerbaïdjan, il a été décidé que ces 100 milliards de dollars viennent de différentes sources. Et cela inclut des sources publiques, des sources privées. Et ce sont donc différentes sources de financement. Ce qu'on peut apprendre de cette expérience des 100 milliards, c'est qu'il y avait trois canaux principaux qui étaient donc les financements de financement climatiques multilatéraux, des financements bilatéraux, donc qui viennent des pays développés, en particulier du développement pour le développement, et des financements des MDB, qui viennent des capitaux des pays développés. Alors, la décision du NCGQ, c'est une page, c'est un document de 5 pages qui prouve que c'est déjà un succès, puisque nous avons donc 5 pages de documents. Ce sont beaucoup de décisions et il y a beaucoup de choses à tirer de ce document. Donc voici quelques points à retenir. Le premier point, c'est que il a été décidé que au moins 300 milliards de dollars par an d'ici à 2035 seraient donnés pour les pays en développement, avec les pays développés en tête de file. Certains analystes ont suggéré que c'était en réalité une croissance assez logique vu l'inflation, etc. Mais justement, cela ne prend pas en compte l'inflation, mais cela prend en compte seulement la croissance attendue des pays. Cependant, c'est également un appel à tous les acteurs pour atteindre 1300 milliards de dollars par an d'ici à 2035. Donc qui, comment et ce qui permet d'augmenter cet objectif, c'est la question qu'on se pose et c'est donc la raison de la création d'une feuille de route que les présidences devront publier d'ici à la fin de l'année. Un point que nous avons vu dans le NCQG, c'est des références à l'adaptation et aux pertes et préjudices. Et même si nous n'avons pas reçu de sous-objectifs sur l'adaptation, les pertes et les dommages, même si nous le demandions, il est désormais très clair que l'adaptation est inscrite dans le NCQG et cela veut donc dire que c'est pris en compte dans la manière dont nous avons nos objectifs et nos processus. Et pour pouvoir accéder à cela, nous parlons d'approches basées d'approches basées sur la localisation. Un engagement a été pris pour tripler les décaissements des 5 fonds multilatéraux relevant de la Convention de l'accord de Paris. Donc, les fonds d'adaptation, les fonds de changement climatique, les fonds pour les pays les moins développés et le fonds pour les pertes et les dommages, etc. Donc, tous ces points passent de 1,8 mille milliards de dollars à 5,4 milliards de dollars. 1,8 milliard de dollars, pardon, à 5,4 milliards de dollars. Donc l'objectif, c'est que ces financements durent longtemps. Un autre point était donc l'accès. Cela a été mentionné sur le NCQG. La question était de savoir comment nous assurer que le financement climatique soit plus accessible pour tous les pays, en particulier pour tous les acteurs, qu'ils sachent ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent accéder à ces financements. Et enfin, il y a une mention
des pays qui limitent euh, des facteurs qui empêchent les pays d'atteindre ces objectifs, donc, ou qui les empêchent d'atteindre des fonds climatiques. Donc, ce sont voilà, les points principaux du NCQG. Cette décision n'est bien sûr pas parfaite. Nous pouvons réfléchir à ce que nous aurions voulu voir dans cette décision, mais essayons également de voir ce que nous pouvons faire avec cette décision qui a été adoptée. Donc il reste du travail à faire, bien sûr, j'en ai déjà parlé. La feuille de route Bakou à Belém, donc c'est la feuille de route qui est assez prometteuse, mais qui ne sera pas un résultat négocié. Nous voudrions plus de développement bilatéraux, nous voudrions plus d'expansion des plateformes, des instruments innovants et des cadres de régulation également. Ce que nous attendons également, c'est le premier rapport du progrès du NCQG qui sera publié en 2028. Donc nous devons déjà penser aujourd'hui à ce que nous voulons mesurer. Comment allons-nous évaluer les progrès qui sont faits dans le financement climatique? Nous devons réfléchir à ces termes que nous utilisons. Comment est-ce que nous mesurons le progrès? Et il y aura également une évaluation d'accès d'ici à 2030, une révision de la décision en 2030 également, et il faut voir comment elle est intégrée dans le processus euh, d'évaluation mondiale. Donc si je passe à l'article 2.1c, alors qu'est-ce que l'article 2.1c? Il y avait trois objectifs de l'accord de Paris, je pense que vous en avez entendu parler au moins, une question d'adaptation et d'atténuation. Et le troisième point était central pour le succès de l'article 2.A et 2.B, qui était de rendre les flux financiers compatibles avec une trajectoire à faible émission de gaz à effet de serre et un développement résilient au climat. Il est très important de lire l'article 2.1c dans le contexte de l'article 2 de l'accord de Paris, qui se concentre sur le développement, l'équité, la mise en œuvre, la responsabilité partagée et les circonstances nationales et les politiques. Après cette écriture de cet article en 2015, nous n'avons pas beaucoup parlé de l'article 2.1c jusqu'à ce que nous ayons vu beaucoup de rapports en 2022 et qu'un dialogue ait été établi, le dialogue de Sharm el-Sheikh. Ce comité sur les finances dont Elena va vous parler a euh, répondu aux attentes des parties sur l'article 2.1c. Et comme je l'ai dit, le dialogue de Sharm el-Sheikh a été lancé en 2022 pour échanger des vues, des points de vue sur cet article et sur son champ d'application, ainsi que sur sa possibilité d'action avec l'article 9. Alors, à quoi ressemble l'article 2.1? Donc le rapport qui a été fait, les évaluations qui ont été faites sur euh, cet article sont alignées avec la manière dont l'article est écrit. Il est inscrit que euh, ces actions sont prises de différentes sources, de sources du secteur financier et en dehors du secteur financier, national et international, et d'acteurs internes et externes, publics et privés. Il y a donc différentes caractéristiques qui viennent de cela. L'objectif est donc que l'article 2.1c soit dirigé par les pays, qu'il se concentre sur l'atténuation et l'adaptation, et non pas seulement sur euh, l'atténuation tel qu'il a été fait au préalable, et de se concentrer sur un équilibre entre les acteurs publics et privés. Là où il y a moins d'accords, en revanche, c'est de savoir si l'article 2.1c, c'est d'augmenter les financements pour l'activité de financement climatique ou de réduire les financements pour les activités qui empêchent la lutte contre le changement climatique, comme par exemple l'exploitation d'énergies fossiles. L'atelier 2.1 que nous avons vu euh, a soulevé des conséquences inattendues, donc des effets
qui pourraient mettre en danger les flux actuels. Par exemple, d'exposer les risques dans un lieu spécifique pourrait influencer les décisions prises par le gouvernement et avoir un effet boule de neige sur l'économie et sur donc les citoyens de ce pays. Donc il n'y a pas beaucoup de réflexion qui a été faite de la part de la société civile et très peu de parties ont dit ce qu'elles voulaient voir de la part de l'article 2.1c. Donc nous avons un peu l'impression d'être coincés. Cette diapositive vous montre un petit peu de réflexion de la part de la société civile sur ce dont nous devrions réfléchir. Et il est utile de penser que l'article 2.1c est déjà en train d'être appliqué et nous pouvons déjà apprendre de ce qui a été fait. L'Union européenne a un règlement sur euh, la- qui demande aux institutions de montrer leurs mesures et leurs évaluations pour s'assurer d'éviter le greenwashing, par exemple. Columbia a une taxe carbone déjà qui en augmente les revenus pour les volontés, pour tout ce qui a pour objectif de réduire le changement climatique. Donc il y a beaucoup de choses que l'on peut évaluer, de savoir comment est-ce que les contrats affectent euh, l'action climatique. 2025 est une année très importante pour l'article 2.1c. Sharm el-Sheikh, le dialogue de Sharm el-Sheikh se terminera en 2025. Le rapport sera publié à la fin de l'année. Et ce qui se passe ensuite sera, est-ce que nous continuerons d'avoir un dialogue? Est-ce que nous avons un point d'ordre du jour? Est-ce que nous donnons à l'article 2.c une valeur nationale? Cela aura un impact sur la manière dont nous pouvons changer ces flux de financement climatique. Donc, pour finir, je voulais vous parler de ce que l'on peut faire à l'avenir. Donc, la réflexion est bien sûr très importante. Et je pense que le NCQG, c'est quelque chose que nous avons évalué. C'était un processus de 3 ans qui a été très difficile et beaucoup de personnes sont très déçues euh, des décisions qui ont été prises. Il est très important de réfléchir à la manière dont les objectifs ont été créés et en même temps, notre objectif n'est pas de seulement regarder vers le passé et de ce qui a été fait. Souvent, on a tendance à souligner tout ce qui est très mauvais sans proposer de solutions pour pouvoir avancer. Donc, je voudrais vous encourager à réfléchir à cela. Comment est-ce que l'on améliore la situation? Comment est-ce qu'on améliore euh, cette vision? Je vous encouragerai également à réfléchir de manière holistique parce qu'il y a des acteurs dans le système multilatéraux qui doivent être euh, rassurés dans la manière, qui doivent être plus à l'aise avec la manière dont, dont le financement climatique fonctionne. Il y a différents acteurs que nous pourrons, à qui nous pourrons demander de participer et nous devons envoyer ces signaux très forts pour dire que l'adaptation, la résilience, l'atténuation ont besoin de tous ces acteurs et si nous ne pouvons pas faire ce suivi, il faut au moins être, si nous ne pourrons pas faire ce suivi, cela ne sera pas possible. Il faut également un système durable qui permette de supporter la transition. Nous devons être informés parce que l'agenda de la finance, c'est toujours plus grand. Il faut toujours regarder ce qui se passe en dehors des systèmes de la CNUC. L'Assemblée générale des Nations Unies, le pacte pour le futur a plusieurs paragraphes sur les réformes financières et nous en parlons dans la CNUC. Nous avons nous avons des accords, des points sur lesquels nous allons vous parler dans cette séance. Et nous avons des points dans ce texte du NCQG qui nous permettent de faire ce suivi. Et ensuite, un point très important, c'est de réfléchir à la coopération, de ne pas vous
perdre, de réfléchir à comment vous pouvez travailler tous ensemble. Vous ne pouvez pas travailler seul et il est impossible d'être expert sur tous les sujets. Nous avons donc besoin que tous les systèmes euh, travaillent ensemble et nous devons absolument nous assurer de se retrouver autour de cet agenda. Il y a un danger en réalité, c'est que si nous travaillons seuls, nous ne pourrons pas mettre en œuvre ce processus. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, Charline, pour cette excellente présentation. J'ai beaucoup aimé ton dernier point sur le fait qu'on ne peut pas tout savoir parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, je suis sûr que tous les participants seront réassurés par cela. Il y a des questions dans le chat. Nous n'aurons pas de Q&A à la fin. Nous aurons un Q&A, pardon, mais nous n'avons pas de boîte à questions-réponses. Donc, veuillez poser vos questions dans le chat et nous allons les passer aux intervenants. Autre rappel logistique, nous allons étendre la séance de 15 minutes pour que vous puissiez parler en petit comité, en petite salle. Donc, tout d'abord, pourriez-vous changer votre nom avec la langue de votre choix, la langue que vous préférez après votre nom? Nous avons déjà fait ce type de séance précédemment. Donc, en bas de votre écran Zoom, vous pouvez voir qu'il y a une icône avec des carrés et avec écrit Breakout Room. Donc, vous cliquerez là-dessus, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard de toute manière. Dans tous les cas, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nous allons les recueillir et les poser à la fin. Merci beaucoup, Charline, pour cette présentation qui était excellente. Je vois que Jen est tout à fait d'accord avec moi. Et maintenant, je souhaite présenter notre oratrice suivante. Elle est là. C'est la négociatrice principale du Honduras. Elle a plus de 10 ans d'expérience dans le développement international. Elle a travaillé avec des gouvernements et des agences de coopération internationale sur l'atténuation du changement climatique et l'adaptation. Elle travaille donc pour le Honduras et c'est l'une des négociatrices principales en matière de finances climatiques. L'année dernière, elle a été donc l'une des directrices de l'Alliance indépendante de l'Amérique latine et des Caraïbes. Elle contribue aux négociations sur la finance climatique. Désolé si je n'ai pas bien prononcé les acronymes. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir, Elena, et nous allons écouter votre présentation. Est-ce que tu peux allumer ton micro? Oui? Oui, ça marche. Merci beaucoup, Clarissa. Merci de cette présentation. Effectivement, les acronymes sont compliqués. Donc, je vais partager mon écran. Je suis très heureuse d'être ici. Merci de l'invitation. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler du comité permanent sur les finances. Quel est son rôle dans le contexte des négociations de la CNUC? Donc, confirmez si vous pouvez voir mes slides. Voilà, donc je vais commencer. Le comité permanent sur la finance est lié au fonds sur les pertes et dommages. Le SCF produit des rapports pour le FRLRD, mais je vais en parler un peu plus en détail. Donc, nous allons parler de ce qu'est le SCF, quels sont les mandats du SCF. Ensuite, nous allons parler de deux des rapports qui ont été rédigés par le SCF et je vais vous donner ensuite des exemples de contenu de ces rapports et comment cela peut être utilisé dans les négociations, quelle est l'influence dans les négociations. Et ensuite,
Nous allons parler un peu du fonds pour la réponse aux pertes et dommages. Quel est le champ d'action? Il y a eu une réunion du conseil d'administration en avril et je vais parler des modalités d'implémentation des Barbades. Et je pense que c'est un cadre important à connaître. Il est important de savoir ce qui se passe dans ce fonds actuellement. Donc, qu'est-ce que le SCF? Donc, le Comité permanent des finances, c'est un organe constitué de la Convention qui a été établi lors de la COP 16. Son objectif est d'aider la COP en ce qui concerne le mécanisme financier. Et il entreprend des travaux techniques sur le financement du climat. La COP a émis des recommandations concernant la finance climatique et le Comité permanent des finances les applique. Et donc pour cela, il réalise différentes activités. L'objectif est tout d'abord d'améliorer la cohérence et la coordination dans l'application de la finance climatique. C'est l'un des mandats. Autre mandat, la rationalisation du mécanisme financier. Troisième mandat, mobilisation des ressources financières. Et le quatrième, c'est le MRV du soutien aux pays en développement. Il y a différentes interprétations sur les tâches, sur les mandats du SCF. Lors de l'adoption de l'accord de Paris, le SCF est devenu un organe important de cet accord de Paris. Tout organe constitué fait l'objet d'une évaluation. Cela a été le cas il y a 2 ans, mais c'est encore en cours. Il y a une évaluation du fonctionnement du SCF, de ses performances par rapport et on essaie de voir si les mandats ont été appliqués par le SCF. Et on essaie de voir si le SCF travaille réellement dans l'intérêt des décisions de la COP. Donc c'est une tâche importante, mais il est important de savoir quand même quels sont les différents mandats, quelles sont les différentes activités du SCF. Donc comme je l'ai dit, le SCF réalise certaines activités, différentes activités pour remplir ses fonctions. Donc, il rédige des rapports techniques sur différents sujets et ces rapports sont préparés par des experts. Et le comité lui-même prépare des résumés qui résument les constats de ces rapports. Et ensuite, le SF réalise des recommandations pour la CNUC et cela permet de prendre des décisions sur la finance climatique. Vous voyez que ce rapport, le plus important est l'évaluation biannuelle. C'est l'un des rapports qui a été mentionné par Charline. Donc, c'est un rapport qui est effectué tous les 2 ans. Le dernier était le 6e, il a été publié l'année dernière. Et autre activité du comité qui se fait chaque année, c'est la rédaction d'un projet d'orientation pour les entités qui opèrent le mécanisme financier, c'est-à-dire le GCF, le Green Climate Fund, le GEF et le FRLD. Et cette année, ce sera la première année qu'il y aura un brouillon d'orientation pour le FRLD. Il y aura un forum sur différents sujets liés à la finance climatique. Et dans ce forum, différents experts, différentes parties prenantes vont se réunir pour aborder
les différents sujets et comment cela peut être utilisé pour améliorer la mobilisation des finances pour la COP. Donc l'année dernière, le forum a porté sur les questions de genre, sur la finance adaptée au genre. Et cette année, il portera notamment sur l'agriculture et sur les systèmes agroalimentaires durables. Il y a également les liens avec d'autres organes constitués dans le contexte de la Convention, dans le contexte de l'accord de Paris. Et autre rapport dont je vais parler un petit peu, c'est le rapport sur la détermination des besoins. C'est un rapport qui répertorie les besoins des pays en développement et c'est un rapport qui est produit tous les 4 ans. Donc l'année dernière, c'est le dernier rapport a été publié l'année dernière et donc le prochain sera publié en 2028. Autre rapport sur le rapport des progrès pour vérifier si l'objectif des 100 milliards de dollars est atteint. Et donc c'est un rapport aussi qui est biannuel. Il y a déjà 2 rapports qui ont été produits à ce sujet. Et il y a également un travail sur les définitions de la finance climatique, parce que c'est un sujet qui, pour de nombreux pays, a été mis sur la table. Il faut qu'il y ait une définition commune des différents termes de la finance climatique. Et il faut dire qu'il n'y a pas de définition commune de la finance climatique. Et donc le SCF, dans ses tâches, doit élaborer une définition opérationnelle de la finance climatique. Et donc le comité essayé de s'approcher d'une telle définition. Une ambiguïté subsiste et qui laisse de la place pour l'interprétation. De la place de l'interprétation pour savoir ce qu'est exactement la finance climatique. Le comité travaille également sur différents autres sujets. Ça a été le cas au cours de l'année dernière. Donc différents rapports liés notamment aux engagements des pays développés qui ont été pris à Glasgow pour doubler la finance d'adaptation d'ici 2028. En haut, vous voyez qu'en 2028, il y aura un rapport d'avancement sur l'application du NCQG. Et ce rapport se basera sur les expériences précédentes et il se puisera également son inspiration dans l'évaluation biannuelle. Autre chose importante, c'est que ce rapport doit couvrir tous les aspects du SCF, c'est-à-dire les 1,3 billion, les 300 billions, etc. Le comité donc travaille dur, fait beaucoup de travail. Et donc je vais présenter quelques-uns de ces rapports maintenant. Tout d'abord, l'évaluation biannuelle. Je vous invite à lire ces rapports techniques ainsi que les résumés. Je pense qu'il est important que nous faisions tous ce travail de lecture parce que ces rapports contiennent beaucoup d'informations très riches. Et cela permet vraiment de voir comment ces rapports influencent les décisions des parties. Un principal constat en 2024, c'est que les flux de finances climatiques mondiaux en 2021 et 2022 ont augmenté de 63% par rapport à ceux de 2019-2020.
avec une moyenne annuelle de 1,3 billion de dollars. Donc c'est 1,3 billion de dollars. C'est une vue d'ensemble des flux de finances climatiques. Il y a différents autres flux, nord-nord, nord-sud, pays développés, pays non développés, etc. Et donc tout ça, dans l'ensemble, le total est de 1,3 billion de dollars. Et donc il y a une nécessité d'augmenter au total la finance pour les pays en développement de 1,3 billion de dollars. Mais il y a différentes, on peut décomposer évidemment ce chiffre. Il y a eu une augmentation notamment du financement des mesures d'atténuation, notamment dans le transport, dans les systèmes énergétiques, dans les constructions et dans l'infrastructure. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les constats du rapport, mais ces rapports, ces constats ont une conséquence dans les décisions prises. Environ 75% des flux sont concentrés en Asie de l'Est, en Europe du Nord et de l'Ouest, et en Amérique du Nord. Donc des 1,3 billion de dollars, 75% est concentré dans ces régions. Cela permet d'établir un discours, un narratif, et de dire que seulement 25% seulement des flux sont destinés à l'Afrique, l'Asie ou l'Amérique latine. Il est donc important d'identifier ces flux de finances climatiques, et les pays en développement disent oui, il y a un financement, mais il n'est pas destiné là où il devrait l'être. Il n'est pas destiné au sud global. Et donc, il est important que les flux financiers soient destinés vers ces régions. Autre constat important du rapport, les fonds de la CNUC, donc le JCF, le JEF, le fonds d'adaptation et d'autres fonds climatiques, en 2021 et 2022, il y a eu des fonds approuvés d'une valeur de 4,1 milliards de dollars et de 3,3 milliards de dollars pour des projets climatiques. Et ces flux ont tendance à augmenter avec le temps. Également les BMD, qui ont fourni 50,7 milliards de dollars et 60,7 milliards de dollars aux économies en développement et émergentes en 2021 et 2022 respectivement. Et ces tendances sont utilisées par les partis et cela permet aux partis de savoir comment aborder ce sujet de la finance climatique. Et ce sont des éléments qui reviennent toujours lorsqu'on parle de la réforme de l'architecture financière internationale. Et vous voyez ici que parmi tous les flux qui vont des pays développés aux pays en développement, vous voyez sur ce graphique, dans les canaux bilatéraux, la plupart de ces flux sont des subventions. Donc 66% d'adaptation, 53% pour la mitigation et 74% pour des questions transversales. Mais par contre, les flux financiers qui proviennent des BMD sont effectués à travers des prêts.
Dans 80% des cas, c'est l'adaptation, 72% l'atténuation et 96% transversale. Donc on parle de prêts non concessionnels. Et ces flux sont destinés donc aux pays en développement, aux pays qui n'ont pas beaucoup de capacité fiscale. Et il faut en tenir compte. Et il faut en tenir compte dans le débat sur la réforme de l'architecture financière internationale. Parce que la plus grande partie de ces fonds, de ces flux, sont faits dans des espaces multilatéraux. Autre chose, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans la cartographie de ce qui a été fait. Donc c'est un travail qui est fait tous les 2 ans. Et il y a un autre, mais par contre le mandat de la COP est de réaliser tous les 4 ans. Donc quels sont les principaux constats? En 2021 et 2022, des mesures réglementaires et politiques ont été mises en place dans plus de 100 juridictions dans le monde, par des pays, par des banques centrales, par des régulateurs financiers, et cela correspond à une augmentation de 40% par rapport à 2020. 40% d'augmentation. Donc cette cartographie a été effectuée et celle-ci révèle qu'il y a une croissance durable, une croissance continue dans la participation du secteur privé à travers la divulgation des risques climatiques ou l'adoption d'engagements net zéro, des plans de transition, des cibles de financement, mais aussi des politiques et des principes de finances durables qui ont été adoptés. Donc. Autre chose qui m'a semblé très intéressante, c'est qu'il y a eu une évolution. Il y a une planification de la mise en œuvre et de la transition réelle. Donc maintenant, on parle vraiment de la mise en œuvre des objectifs. Comment est-ce qu'on réalise ces objectifs de long terme? Et dans ce contexte, l'atténuation est la zone, enfin le domaine principal des actions du secteur privé. Et donc tout ça nous permet vraiment de comprendre comment fonctionne le secteur privé. Donc voici donc les informations qui sont utilisées et qui sont utilisées par les décideurs. Ils utilisent ce type de rapport et prennent des décisions sur cette base. L'autre rapport dont j'aimerais parler, c'est le deuxième rapport sur la détermination des besoins. C'est un rapport qui est réalisé tous les 4 ans. Et ce rapport récupère l'information présentée par les parties dans différents rapports. Par exemple, quels sont les besoins rapportés des parties en termes d'atténuation, par exemple? Quels sont les besoins dans les contributions déterminées au niveau national? Donc, tous les rapports qui sont produits par les pays, par les parties, le SFF les répertorie, il calcule un montant total des besoins et
il voit quelle quantité, quelle proportion de ses besoins ont été budgétés. Donc parmi les 100 et quelques pays en développement dont les besoins ont été analysés, seulement 98 pays avaient budgété ou avaient évalué le montant de leurs besoins. Et nous savions que ce chiffre allait alimenter les décisions. Il y avait donc un paragraphe sur la décision du NDCQ disant qu'il fallait un montant de 5 à 6,8 billions de dollars pour financer ces besoins. Donc si nous analysons ce chiffre, c'est un besoin d'ici 2030. Cela représente environ 450-500 milliards de dollars par an. Pourquoi est-ce important de le savoir? Donc, nous pouvons voir une cartographie géographique et seulement 98 pays ont présenté leurs besoins et la plupart sont concentrés en Asie. Il y a d'une part les besoins évalués avec leurs coûts et ensuite il y a d'un autre côté le nombre de besoins. Donc cela nous permet de voir une information véridique, mais qui ne reflète pas les besoins de tous les pays. Et pourquoi? Parce que les besoins exprimés et les besoins évalués ne sont pas les mêmes suivant les zones géographiques. Vous voyez par exemple en Amérique latine, les besoins qui ont été évalués représentent seulement 1,8% du total. Mais si on regarde de manière objective, on dirait que ce n'est pas possible. Objectivement, ce n'est pas possible que ce chiffre ne représente que 1,8% du total. Ça ne veut pas dire que ces régions, comme l'Amérique latine, a moins de besoins. Donc, il n'est pas important de le souligner. Cela peut être dû à un manque de données ou à un manque de capacité de déterminer les besoins. Donc, ce que cela montre, c'est que ces chiffres ne permettent pas forcément des comparaisons. Désolé, et on va te demander de conclure parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Oui, je vais finir avec le NDR et ensuite je parlerai du fonds sur les pertes et dommages rapidement. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ces NDR? Tout d'abord parce que cela a un impact sur les décisions politiques. Si vous regardez les décisions du NCQG, vous voyez qu'il y a une note de bas de page sur cette décision. Et donc, les chiffres qui ont été avancés ne reflètent pas tous les besoins réels, tous les besoins exprimés. C'est juste pour que vous compreniez
comment ces décisions sont prises. Et très rapidement, parce que je pense que c'est important et intéressant pour vous, le SCF va produire un rapport préalable pour le FRLD, le Fonds pour la réponse sur les pertes et dommages. Donc c'est un fonds qui a été établi à la COP27 et qui a été mis en œuvre à la COP28. Et cela fait partie de l'architecture globale sur les pertes et dommages. Il s'adresse notamment aux pays vulnérables, au changement climatique, notamment les événements climatiques extrêmes. Quel est le champ d'action du FRLD? Il se concentre sur le financement des urgences telles que l'augmentation du niveau de la mer, le déplacement, la migration, et cela permet de combler les lacunes qui ne sont pas traitées par d'autres fonds. Cela permet donc de combler ce fossé et ce qu'essaye de faire ce fonds. Donc, il y a un financement pour des pertes et dommages économiques et non économiques qui complémentent l'action humanitaire. Après des événements climatiques, donc récupération, heu, reconstruction, et cetera. Et juste, rapidement, le fonds essaye d'être opérationnel pour des opérations sur le long terme. Donc il inclut pour cela les modalités d'implémentation des Barbades. Donc il y a une première série d'interventions qui ont été définies pour 2025-2026 d'un total de 250 millions de dollars. Donc les BIM, les activités financières, j'en ai parlé dans la slide précédente. Cela représente, toutes les activités et donc cela doit garantir une représentation équilibrée des différentes régions géographiques et des différents contextes. Et les propositions, sont évaluées entre 5 et 20 millions de dollars. Les pays qui souhaitent y participer doivent désigner une autorité nationale ou un point focal national. Et dernière diapositive, le financement sera fait à travers des subventions et des modalités d'accès seront définies. Et la première étape, sera faite à travers des fonds de transfert pour les gouvernements nationaux, à travers également des entités accréditées vis-à-vis du fonds d'adaptation. Il y a également un système d'allocation des ressources qui doit être développé et qui doit incorporer tous les éléments inclus dans le paragraphe 60 de l'instrument de gouvernance. Avec également un 50 d'allocation minimale pour les SEEDs et pour les LDC, donc les petits pays insulaires et les pays les moins développés. Et il y a également une clause de sauvegarde pour éviter la surconcentration sur un pays en particulier. Désolé de passer rapidement sur ce point à la fin, mais je pensais que c'était important. Voilà, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce fonds. Merci beaucoup. Je vois que, heu, vous avez répondu à toutes les questions qu'on aurait pu se poser. Merci beaucoup pour votre travail, aussi bien pour, la négociation. Merci beaucoup pour, tout cela. On va passer à la prochaine oratrice. C'est Marina Guiao qui travaille à Yango,
qui est une unité constitutive de la CNUC et qui dirige le groupe de travail sur les finances et les marchés. Elle a été membre du conseil du financement Amazon, une coordinatrice pour Climate Live et qui a cofondé une initiative sur le climat. Merci beaucoup, Marina, d'être ici avec nous. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Et dites-moi si je parle trop vite. J'espère que pour les interprètes, ça ira. Merci à elles et à eux d'être ici. Alors, nous avons déjà eu des oratrices formidables qui ont partagé beaucoup de choses sur les négociations, sur sur les conventions du cadre, etc. et tous les mécanismes que nous avons sur la finance climatique, le financement climatique. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est plus axé sur les jeunes qui suivent ces négociations, nos opinions, nos demandes en ce qui concerne le financement climatique et l'architecture l'architecture financière internationale. Donc, vous savez sans doute que Yongo est une unité constitutive de la CNUC et nous avons différents groupes de travail. Donc, avant ma présentation, je voulais vous donner un aperçu du groupe des marchés du groupe des marchés financiers. Et donc, les négociations sont des points liés au financement du climat et au marché du carbone. Nous suivons les négociations, mais nous soumettons des contributions qui reflètent les intérêts des jeunes et nous organisons des sessions de renforcement des capacités sur des sujets connexes pour pouvoir garantir notre engagement dans cet espace. Euh, Il est important de comprendre que, il n'y a pas que la CNUC, il y a énormément euh, de financements, de fonds avec lesquels nous travaillons. Donc, nous nous engageons également dans les réformes de l'architecture financière internationale, l'AFI, et le financement du développement. Donc, c'est pour cela que nous sommes partis de 5 sous-groupes thématiques, groupe sur l'article 2.1c sur la réforme de l'AFI, le FFD, un groupe sur les fonds climatiques, un groupe sur l'article 6, un groupe sur la feuille de route euh, vers ABLM et sur le financement de l'adaptation. Nous avons Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je vais passer directement à mes points de présentation. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu nos demandes, ce qui se passe au niveau de la CNUC, et donc à la suite de ce nouvel objectif de financement climatique, ce NCQG, il est intéressant de voir que lorsque nous étions en train de négocier le NCQG, nous avions des options, et les options avant Bakou, c'était euh, de mentionner les droits que nous ayons en tant que jeunes, en tant que jeunesse, de recevoir de l'argent, des financements spécifiques euh, avec d'autres groupes marginalisés, comme les groupes migrants, comme les peuples autochtones, etc. Et au final, il a été accepté que nous recevions une extension des bénéfices. C'était une manière très étrange de le dire et ce qui n'était pas clair du tout. Donc voilà, c'est pour cela que au final, on peut dire que dans ces négociations, nous ne sommes pas du tout pris en compte. Donc nos demandes clés sont donc de comprendre que le NCQG était une négociation importante, mais qui n'a pas rempli les objectifs que nous attendions, de nous assurer que le financement public reste l'épine dorsale du financement climatique, en particulier pour l'adaptation, les pertes et les préjudices. Comme Elena vous l'a dit, ce fonds était absolument important parce que si nous n'avions pas assez de fonds pour l'adaptation, les pertes et les financements, les dettes continueront d'augmenter et évidemment ce n'est pas ce que nous cherchons. Cela n'aidera aucun effort d'atténuation. Ensuite, nous aimerions voir un engagement clair qui est pris par les parties, comme l'a dit Charline, de l'article 9 de l'accord de Paris.
dit que les parties et les pays développement sont responsables du financement de la lutte contre le changement climatique et doivent assister les pays en développement. Et il est toujours important de rappeler cela parce que pour le moment, nous ne savons pas exactement où les fonds sont dirigés. Il est parfois compliqué de savoir euh, où vont les fonds. En général, ils sont dirigés vers l'atténuation et pas l'adaptation. Et puis mon dernier point, lorsque l'on parle de nos demandes pour la feuille de route de Bakou Belém, ce sont des accès, et ça c'est très important lorsque l'on parle d'adaptation, de financement, euh, ce sont des financements locaux euh, ainsi que la prise en décision de participative et l'engagement direct avec les principaux bénéficiaires. Et ça c'est fondamental puisque ce sont les groupes qui sont impactés, qui doivent avoir une capacité de prendre des décisions sur ce qui sera fait et choisi pour savoir où les fonds seront redirigés. Puis lorsque nous parlons de euh, la réforme de l'architecture financière internationale, il est important de comprendre quelles sont les controverses. Il faut souligner nos demandes clés, encore une fois, de maintenir un dialogue qui existe selon la Convention. C'est l'article 2.1c qui est complémentaire à l'article 9 et l'article 9 parle de la responsabilité historique et actuelle des pays du Nord, des pays développés. Donc nous voulons vraiment souligner que ce n'est pas qu'une question de politique nationale et de travailler au niveau national pour pouvoir remplir les objectifs, mais c'est également une question de coordination internationale. Et ça, c'est absolument fondamental. L'article 2.1c parle également de différentes parties prenantes et cela prend en compte le secteur privé, mais il est important de souligner que cela n'enlève aucune responsabilité des parties. Nous allons avoir besoin du secteur privé, bien sûr, mais nous allons avoir besoin de comprendre que que cette participation du secteur privé doit être en complément des parties. Il est important de rappeler également que nous demandons de la transparence et des nombreux rapports pour savoir où l'argent est dirigé. Et enfin, je fais le lien avec le Forum de l'architecture financière internationale pour souligner que euh, ce n'est pas qu'une question d'augmenter le financement climatique, mais également de euh, reconstruire ces politiques, de comprendre où les financements sont dirigés, de réaffecter les dépenses militaires, par exemple, euh, et de comprendre que ce n'est pas qu'une question de réduction des émissions, mais également de coopération internationale. Et ça, c'est absolument fondamental lorsque l'on parle d'équité intergénérationnelle et de protection des intérêts des groupes vulnérables. Encore une fois, si nous continuons sur ce modèle d'architecture financière internationale, nous continuerons dans un modèle qui encourage et qui crée de la dette qui n'est pas durable sur le long terme. Alors, pour être plus spécifique, pourquoi faut-il réformer cette architecture financière internationale? Je l'ai déjà dit, elle ne répond pas efficacement aux besoins du monde moderne. Elle augmente les crises financières, les crises d'endettement à répétition. Lorsque l'on parle de développement et d'action climatique, c'est
une question de développement. Nous savons qu'il y a des pays qui ont besoin de se développer, mais ils ne peuvent pas le faire de la même manière que les pays développés actuels l'ont fait lors de la révolution industrielle. Et c'est pour cela que nous aurons besoin de coordination internationale, d'aide financière, mais surtout d'aide au niveau d'innovation pour pouvoir garantir un développement durable. Un point très important et peut-être l'une des conférences les plus importantes qui s'est déroulée cette année, c'est la conférence sur le financement du développement. Une conférence euh, très importante puisque la dernière s'est déroulée il y a 10 ans. Et c'est une conférence qui travaille sur le financement du développement, mais dans un contexte très spécifique, parce que nous sommes en plein milieu d'une crise climatique qui entraîne des actions nécessaires pour répondre et pour remplir les objectifs de développement durable. Donc il est très important que cette conférence euh, prenne en compte le financement climatique et prenne en compte les crises financières des pays, en particulier des dettes. Cela donc crée un obstacle énorme pour faire face aux défis actuels. Pardon, je suis un petit peu malade, mais je vais essayer de continuer. Il faut se rendre compte que ces crises, euh, mais il faut également envoyer des signes politiques forts pour la feuille de route, parce qu'on ne peut pas considérer que c'est un financement climatique si nous continuons de mettre les pays en développement dans des situations bien pires qu'elles ne le sont actuellement. Alors pour finaliser ma présentation, je voulais vous donner quelques données. Alors, il est important de rappeler que 93% des pays vulnérables face au climat sont déjà dans des situations de dette. Et cela veut donc dire que 3 milliards de personnes vivent dans des pays qui sont en situation de dette et qui donc dépensent plus dans la récupération de la dette que dans les services de santé et d'éducation. Et ce que nous demandons, c'est donc des C'est donc des rapports transparents sur les niveaux de concessionnalité, la réaffectation des subventions nuisibles, des règles plus strictes pour les financements privilégiés alignés sur les accords de Paris, et que les prêts et les flux financiers privés au taux de rendement du marché ne devraient pas être comptabilisés comme des financements climatiques. Et pour conclure, la le financement climatique sans endettement est essentiel pour garantir la justice intergénérationnelle, parce que nous ne pouvons pas faire face au coût de cette crise, que ce soit un coût climatique, mais également au niveau du coût de développement économique et dans les conditions si nous ne prenons pas en compte cet aspect économique des pays. Je crois que c'était tout pour moi. Désolée, je suis un peu malade, mais j'espère que vous avez quand même pu suivre ma présentation. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Merci. Magnifique présentation, Malina, merci beaucoup. Merci pour ces positions de la jeunesse sur les négociations.
et les personnes dans le chat ont été très intéressées. Tu as répondu à toutes les questions évidemment également qui ont été posées et maintenant, nous allons redemander aux différentes oratrices de reprendre la parole parce qu'il y aura une séance de questions et réponses. Voilà, donc on va les mettre, toutes à l'écran. Parfait et je vais commencer, je vais essayer de regrouper, quelques questions. Je vais essayer de commencer par 2 questions pour Charline. Les gens dans le chat aimeraient savoir pourquoi est-il difficile de définir la finance climatique? Pourquoi est-ce que ça a un impact sur les négociations? Et étant donné la différence entre les prêts et les subventions, comment est-ce qu'on peut mobiliser un peu plus de financement, concessionnel? Il Quelles sont les différences? Quel serait le modèle idéal pour assurer une justice climatique? Voilà, donc il y a plusieurs parties dans cette question. Donc il y a beaucoup de questions vraiment exceptionnelles et je vais essayer d'y répondre. Mais c'est très intéressant que vous réfléchissiez à ce sujet et c'est important de savoir qu'une question amène une autre aussi et il n'y a pas toujours de réponse. Donc ce sont toutes des questions excellentes, mais vous devez essayer de penser à une réponse et comment mettre en œuvre cela avec des solutions qui seraient acceptables pour plus d'une centaine de pays. Le système multilatéral n'est pas si simple. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Et c'est pourquoi la décision de NCQG est un peu bancale certaines fois. Donc, il y a différentes motivations. Pour avoir un chiffre élevé, certaines personnes voudraient inclure la mobilisation des financements privés. Ils voudraient qu'une petite quantité de financement public pourrait être un levier pour un grand financement privé. Et d'autres pays qui diraient: «Non, moi je veux un financement public parce que j'ai besoin de ce type de financement pour l'adaptation» et il y a des pays au milieu et donc il est difficile de trouver un accord et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir un langage un peu souple, un peu flexible pour que ça convienne à tout le monde. Est-ce que la finance, climatique doit travailler sur un sujet ou un autre? Ça dépend un peu des pays. Donc ce sont des questions difficiles. Donc une fois que vous commencez à lire, cet article 2010, vous devez penser à quelle est votre manière de prendre des décisions et vous pouvez parler avec votre voisin et vous verrez qu'il n'a pas la même vision. Mais nous avons réussi à trouver une solution. Nous voyons que le financement climatique a augmenté au cours des dernières années et ce, en l'absence d'une définition. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas trouver de définition, mais je pense que ça ne devrait pas nous ralentir. La différence entre les prêts et les subventions, c'est difficile. Le Nord a une responsabilité historique et doit en assumer la responsabilité et doit assurer donc un financement pour les pays en développement parce qu'ils sont responsables de l'évolution du climat jusqu'à présent. Et donc une grande partie de ce financement doit être fournie à travers des subventions ou des prêts fortement concessionnels. Mais en plus de cela, il faut aussi être en mesure d'utiliser d'autres types de financement. Pour beaucoup de projets, il faut différents types d'instruments financiers.
et cela permet de mettre sur pied des projets d'infrastructure. Donc oui, il faut des financements, basés sur des subventions, sur des prêts fortement concessionnels, mais il faut penser à d'autres méthodes. Cela peut être des choses qui sont inclus dans la feuille de route, le 1,3 T, le 1,3 billion. Donc il y a différents rôles et différents types de financement et nous, en tant que communauté, il faut être en mesure de savoir de quoi on parle. Donc peut-être que j'ai besoin d'avoir du financement public, mais il est important aussi d'avoir des garanties privées. Parce que les financements privés permettent, d'assurer un flux de revenus et c'est important. Donc tout d'abord, essayons de définir ce que nous voulons pour, atteindre nos objectifs et ensuite on va essayer de trouver quels sont les instruments les plus adaptés pour cela, les instruments financiers les plus adaptés. Merci beaucoup Charline, c'est une réponse, excellente. Merci aussi pour la réponse que tu as écrite dans le chat qui était très détaillée, merci beaucoup. Et autre question pour Elena. Étant donné la préoccupation sur le double comptage dans la finance climatique, notamment entre il peut y avoir une superposition entre le financement de l'action climatique et le financement des activités de développement. Donc comment est-ce qu'on gère cela? Merci beaucoup Clarissa pour cette question. Et tout cela, nous ramène un peu à la question de la définition de la finance climatique. Il n'y a pas vraiment de définition de la finance climatique. Et donc, le dollar que je compte, que je reçois de la part des États-Unis, par exemple, donc la manière dont les États-Unis qui me financent vont le compter je peux le compter différemment. C'est pour ça que c'est difficile de faire un suivi et d'éviter ce double comptage, cette superposition. C'est pourquoi il y a de plus en plus de voix qui demandent une définition plus claire. Et en raison de la nature bottom-up de l'accord de Paris, et parce que chaque pays détermine ce qui, selon lui, est la finance climatique. Tout ça représente un vrai défi. Donc, il y a eu une grande demande de la part des pays en développement que la finance climatique doit s'ajouter au financement du développement qui existe déjà. Et les pays développés, d'un autre côté, disent que après, nous apportons déjà une assistance pour le développement. Donc comment est-ce qu'on doit maintenant apporter 1,3 billion de dollars pour le financement climatique? Donc, quelle que soit notre définition de la finance climatique, du financement climatique, il faut augmenter ce financement. Dans l'ensemble, il faut passer à l'action pour augmenter le financement climatique, que ce soit pour l'atténuation, pour l'adaptation. Et tout cela sera inclus dans le rapport du NCQG de cette année. Et donc, c'est important. Et une question pour rebondir là-dessus. Tu as travaillé avec des entités opérationnelles et tu as travaillé sur les bénéficiaires ultimes de le financement climatique.
Est-ce que les migrants climatiques, est-ce que les communautés autochtones peuvent aussi bénéficier de cet accès au financement climatique? Oui, très bonne question, Reynald. C'était, on l'a bien vu dans le GCF, le fonds d'adaptation, des entités comme, la société civile, les ONG, les organisations de base devraient pouvoir avoir accès à ces fonds directement et si ce n'est pas possible, par exemple, maintenant, dans le fonds de réponse aux pertes et dommages, il y aura des petits programmes de subvention et ce sont des programmes qui sont au début et le conseil d'administration du fonds, ne peut pas tout faire. Mais le fonds, petit à petit, va opérer à travers les gouvernements nationaux. Donc ces organisations, ces ONG, ces organisations de base, comment est-ce qu'elles peuvent travailler avec les gouvernements nationaux pour créer cette relation? Parce que les communautés font face à des impacts. Comment est-ce que nous, dans nos pays, on peut l'aborder d'une manière nationale? Comment est-ce qu'on peut le présenter aux différents fonds, au JCF, au JEF? Et donc les pays en développement doivent établir cette relation entre la société civile, entre les communautés locales et aussi les gouvernements nationaux. Et cela pourra alimenter les propositions. Parce que les pays, les autorités désignées au niveau national doivent être d'accord avec ces projets ou du moins ne pas présenter d'objection à ces projets. Donc je pense que c'est essentiel d'en tenir compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette réponse détaillée. Je pense que nous avons le temps pour une question finale pour Marina. Les jeunes sont souvent inclus dans les espaces climatiques pour représenter les générations futures, mais leur influence sur les négociations de haut niveau, notamment dans la finance climatique, est limitée. Selon toi, comment est-ce que les jeunes peuvent aller au-delà de la participation symbolique pour que les mécanismes de financement climatique soient inclusifs, équitables et permettent de résoudre les impacts pour les communautés les plus vulnérables? Et est-ce qu'il peut y avoir un travail intergénérationnel? Comment on peut mesurer ce travail intergénérationnel? Très bonne question. Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse pour cela. Concernant la participation, évidemment, au cours des dernières années, il y a des jeunes qui ont participé aux COP, aux conférences climatiques. Nous avons des mécanismes de participation. Nous essayons de travailler sur les aspects techniques des négociations. Donc, on parle d'accès au financement. Nous avons besoin d'un accès et nous avons également besoin que les organisations de base soient incluses. Il y a des organisations qui ne sont pas accréditées, donc il pourrait y avoir un pont entre les organisations, internationales et le niveau plus local.
Lorsqu'on parle de jeunesse, moi je viens de Climate for Future, de Fridays for Future. Au Brésil, nous étions pas une association légalement constituée. Donc pour recevoir des financements, nous devons créer des partenariats avec des organisations existantes et donc voilà, c'est comme ça que nous essayons de financer des projets de jeunesse, mais c'est vrai que c'est difficile. Concernant, la manière de mesurer l'équité intergénérationnelle, il y a des choses qui affectent les futures générations et c'est déjà pris en compte, mais je pense qu'il faut le prendre en compte, c'est intéressant. Il faut mesurer à quel point les générations futures ont le droit de vivre, auront le droit d'accéder aux ressources naturelles, auront, le droit d'avoir une économie stable. Il faut y travailler et il y a des recherches, très intéressantes qui sont effectuées sur l'équité intergénérationnelle et sur la justice intergénérationnelle et moi, ce que je dirais, c'est que nous avons des politiques et nous devons assurer que, les besoins basiques des futures générations soient pris en compte. Merci beaucoup pour ta réponse. Genaro, je voulais dire, merci beaucoup et je pense que ces 2 questions nous donnent un message de collaboration radicale et c'est la seule manière que ces espaces soient accessibles pour tout le monde et tout le monde n'a pas besoin d'être présent dans ces négociations. Il y a beaucoup de travail qui doit être fait sur le terrain et nous devons créer ces ponts entre les différents écosystèmes et donc nous allons continuer sur, les manières de mesurer l'équité intergénérationnelle. Il y a les ODD évidemment, mais comment est-ce que cela nous affecte? Nous devons y répondre. Ce n'est pas une question que Charline ou Elena doivent répondre pour nous, donc merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour ce panel exceptionnel. C'est le meilleur panel que j'ai vu cette année.